Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la lecture de la scène 16 de l'acte 3. Et il s'agira pour nous de comprendre d'emblée en quoi la pièce est révolutionnaire, donc de poursuivre un petit peu la réflexion engagée hier. Je vous laisse évidemment vous saisir de vos cahiers classeurs, de quoi écrire pour prendre en note ce qui vous paraît le plus important. Et puis de l'œuvre de Figaro, de l'œuvre du mariage de Figaro, pardon, de façon à pouvoir suivre ou retrouver dans l'extrait les passages que je mentionne. On va s'intéresser, c'est un passage qui commence à Marceline, qui s'écrit « Dieu c'est lui ». Je suis à la ligne 527 et qui s'arrête, le passage que j'ai sélectionné, à la ligne 599. Nous attendrons, il s'agit des derniers mots d'une réplique de Figaro, de l'avant-dernière réplique de Figaro. La scène est un petit peu longue, je ne vais pas la lire en intégralité, j'en lis simplement le début parce que il est toujours bon de se remettre les choses en mémoire. Je vous invite, si vous n'avez pas lu le passage ou pas relu le passage hier, à arrêter la vidéo, à le relire pour l'avoir bien en mémoire. Donc je me lance dans la lecture. Dieu c'est lui, Figaro. Oui, c'est moi. Bartholo à Marceline. Eh, qui lui? Marceline vivement. C'est Emmanuel. Bartholo à Figaro. Je suis enlevé par des bohémiens. Figaro exalté. Tout près d'un château. Bon docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service. Des monceaux d'or n'arrêteront pas mes illustres parents. Bartholo montrant Marceline. Ah, voilà ta mère. Figaro. Nourrice. Bartholo. Ta propre mère. Le comte. Sa mère? Figaro. Expliquez-vous. Marceline montrant Bartholo. Voilà ton père. Figaro désolé. Oh, aïe de moi. Marceline. Est-ce que la nature ne te l'a pas dit 1000 fois? Figaro. Jamais. Le comte à part. Sa mère. Bridoison. Ah, c'est clair. Il ne l'épousera pas. Bartholo. Ni moi non plus. Marceline. Ni vous? Et votre fils, vous m'aviez juré? Bartholo. Mais j'étais fou. Si pareil souvenir engagé, on serait tenu d'épouser tout le monde. Bridoison. Et si l'on y regardait de plus près, personne n'épouserait personne. Bartholo. Des fautes si connues, une jeunesse déplorable. Marceline s'échauffant par degrés. Oui, déplorable, et plus qu'on ne croit. Je n'entends pas nier mes fautes, ce jour les a trop bien prouvées. Mais qu'il est dur de les expier après 30 ans d'une vie modeste. J'étais née, moi, pour être sage, et je le suis devenue sitôt qu'on m'a permis d'user de ma raison. Mais dans l'âge des illusions, de l'inexpérience et des besoins, où les séducteurs nous assiègent pendant que la misère nous poignarde, que peut opposer une enfant à tant d'ennemis rassemblés? Tel nous juge ici sévèrement qui peut-être en sa vie a perdu 10 infortunés. Figaro. Les plus coupables sont les moins généreux, c'est la règle. Marceline, vivement. Homme plus qu'ingrat qui flétrissez par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'il faut punir des erreurs de notre jeunesse, vous et vos magistrats si vains du droit de nous juger, et qui nous laissent enlever par leur coupable négligence tout honnête moyen de subsister. Est-il un seul état pour les malheureuses filles? Elles avaient un droit naturel à toute la parure des femmes, on y laisse former 1000 ouvriers de l'autre sexe. Je m'arrête là pour la lecture, pour avoir le temps de passer à l'analyse de la scène. On s'intéresse donc à l'analyse de la scène, on ne mène pas une lecture linéaire, ce qui m'intéresse c'est les traits les plus saillants de ce passage qui, vous allez le voir, a fait fortement parler de lui au moment où la pièce est mise en scène. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une scène de reconnaissance. La scène de reconnaissance, c'est un classique au théâtre, c'est un classique de l'identité révélée. Classique qui, d'ailleurs, on peut le remarquer, appartient bien plus à la tragédie qu'à la comédie. Donc, on retrouve là un emprunt de la comédie à la tragédie.
et une scène de reconnaissance qui va être mise en valeur ici par l'écriture de Beaumarchais, qui va multiplier les répliques très courtes, faites d'interrogations, d'exclamations, donc on a évidemment une dramatisation du passage. Ce que l'on peut dire de cette scène de reconnaissance, c'est tout d'abord qu'elle n'a rien de vraisemblable. Marceline connaît Figaro depuis fort longtemps, Bartholo de la même raison. Je rappelle, ou j'apprends à certains d'entre vous que Bartholo et Figaro se rencontrent dans la précédente pièce de Beaumarchais, Le Barbier de Séville, pièce dans laquelle Figaro va déjouer les plans de Bartholo, qui doit épouser une jeune femme qui s'appelle Rosine, et cette Rosine en question, c'est bien évidemment la comtesse du mariage de Figaro. Bartholo est promis à cette jeune femme, il la tient enfermée pour l'épouser. Figaro intervient pour aider son ancien patron, un certain comte, Almaviva, qu'on retrouve évidemment dans le mariage de Figaro, et ils vont contrecarrer les projets de Bartholo pour que Rosine puisse épouser celui qu'elle aime, c'est-à-dire le comte Almaviva. Donc aucune vraisemblance dans le fait que Figaro soit le fils de deux personnages qu'il connaît depuis fort longtemps, et on s'en rend compte au moment le plus crucial, c'est-à-dire au moment où il s'apprête à épouser Marceline. Quand on a au théâtre une scène de retournement comme ça, qui est très peu vraisemblable, on lui donne le nom de Deus ex machina, c'est-à-dire le dieu sorti de la boîte. Ça évoque ces jeux pour les enfants. Vous savez, ces boîtes qu'on ouvre et puis il y a un petit personnage qui sort comme ça et qui fait peur. Bon, voilà, il s'agit du Deus ex machina qui va retourner la situation et faire en sorte que le mariage qui était prévu entre Marceline et Figaro, la justice avait tranché, ne puisse pas avoir lieu. On peut également dire, je ne l'ai pas noté, que cette union qui a manqué de se faire entre Figaro et Marceline n'est pas très loin de rappeler, là encore, la tragédie. Celui qui trompe son père, qui fait du mal à son père et qui épouse sa mère pour finir, c'est Oedipe. Vous savez que Oedipe, puni par les dieux, est condamné à tuer son père, à épouser sa mère, donc ses parents l'abandonnent. Il va être recueilli dans une autre ville par le roi de la ville qui va l'élever, et puis il va revenir à la faveur d'un voyage dans sa ville d'origine en ignorant bien évidemment qu'il s'agit de sa ville d'origine. Un homme va lui barrer le chemin sur un pont. Oedipe lui demande de lui laisser le passage. L'homme ressemble à un mendiant. Il s'agit en fait, du roi de la ville qui revient d'une longue guerre. Oedipe pense que ce mendiant lui tient tête et lui manque de respect. Il le tue. C'était évidemment son père. Oedipe l'ignore. Il rentre dans la ville. La ville est à feu et à sang. Le pays ne s'en sort pas, d'autant plus que le roi a disparu, qu'il ne revient pas de la guerre. Vous avez bien compris qu'il n'allait pas revenir, puisque Oedipe vient de l'assassiner. Et Oedipe va se présenter au palais, va rencontrer la reine. C'est un homme fort, elle tombe amoureuse de lui, et surtout elle voit en lui celui qui peut sortir le pays de l'impasse. Elle l'épouse donc. Il a donc tué son père, épousé sa mère, évidemment tout ça sans le savoir. Quand il s'en rend compte, parce qu'évidemment il va s'en rendre compte, alors il se crève les deux yeux et il part comme un mendiant dans le désert. Ici, cette longue digression pour dire que Figaro ici ressemble étonnamment à Oedipe. Il a contrecarré les projets de son père sans savoir qu'il était son père dans Le Barbier de Séville. Il s'apprête à épouser sa mère. Donc, encore une fois, un emprunt à la tragédie. Autre chose que l'on peut remarquer sur cette scène de reconnaissance, c'est qu'elle contribue à construire un personnage assez étonnant dans la mesure où le personnage de Figaro a un passé lointain. Il a des parents, il a été enlevé par des bandits, et donc il devient un personnage qui n'a plus grand-chose à voir avec un personnage de théâtre, mais qui ressemble bien plus à un personnage de roman. Et non seulement à un personnage de roman, mais à un personnage d'un roman, d'un type de roman précis. Ce roman, c'est le roman picaresque, le roman espagnol. Et le roman picaresque, c'est un roman qui va mettre en scène un héros, le picaro, d'extraction sociale basse,
qui est une sorte d'anti-chevalier qui va vivre tout un tas d'aventures qui vont le mener à grandir. Il s'agit d'un récit initiatique. Donc Figaro ici construit par cette scène de deux façons. D'abord en devenant quelque chose entre le personnage de théâtre et le personnage de roman, et puis ensuite en devenant un héros picaresque, un Picaro. Et je souligne le terme Picaro parce que c'est une des explications possibles au nom du personnage. Certains critiques considèrent que Figaro est sans doute une reprise du terme Picaro. Je continue l'analyse de ce en observant que la scène de reconnaissance se double d'un réquisitoire. Alors, le réquisitoire, c'est évidemment ce long discours que Marceline mène et dans lequel elle accuse l'ordre social qui fait des femmes les victimes des hommes. Elle va commencer par reconnaître ses fautes face à Bartolo qui refuse de l'épouser. Oui, elle a péché. Évidemment, Figaro qui est là est bien le signe concret, et elle le dit, de ses fautes passées. Mais elle va retourner cette accusation en accusant les hommes de leur comportement face aux femmes. Donc, le théâtre se transforme ici en une tribune. Cette tribune, alors je vous inviterai à regarder un peu plus près et sans moi le discours de Marceline. Il y a à l'intérieur des passages absolument savoureux. Je pense à « Homme plus qu'ingrat qui flétrissez par le mépris les joutes de vos passions, vos victimes ». Donc ici, tout est en place pour que le passage soit émouvant. On a un vocabulaire de l'accusation. On a cette métaphore du flétrissement de la victime. On a le présent de vérité générale, effectivement. On a les exclamations. L'accusation de Marceline n'est pas une accusation dirigée vers Bartolo, mais vers les hommes en général. Donc c'est bien une remise en question de l'ordre social qui est proposée ici par Beaumarchais. De la même façon, un peu plus bas, le présentatif, c'est vous qu'il faut punir, permet une accusation extrêmement violente et aussi extrêmement pathétique. Et je vous renvoie pour ça à la peinture affligeante de la condition des femmes, dont Marceline est à la fois la représentante et la porte-parole. Elles sont malheureuses, elles sont traitées en mineur. Alors, je fais une petite parenthèse, Traité en mineur, c'est une référence à la loi qui veut, jusqu'à un passé assez proche en réalité, que les femmes ne sont pas considérées comme des majeures. C'est encore le cas dans certains pays. Ça veut dire que la femme n'a droit à aucune possession, par exemple. Ce qu'elle possède, ce qui est à elle, appartient en réalité à ses parents tant qu'elle n'est pas mariée, à son époux ensuite. Donc on a effectivement une justice qui traite les femmes en mineur, dit Marceline, pour leurs biens, et punit en majeur pour leurs fautes. Ici on a évidemment un parallélisme de construction et une antithèse qui souligne l'injustice. Ce que l'on en retient, c'est que Marceline, qui est un personnage secondaire, fait preuve d'un très bel esprit. Et ce bel esprit, accordé à des personnages secondaires, c'est assez étonnant pour une comédie. Comédie qui en général ne donne d'esprit qu'à un personnage, le valet rusé, et les autres sont un petit peu caricaturaux. Dernière chose que je note sur ce passage, vous voyez dans une note de bas de page que cette scène a été retranchée par les comédiens français. Donc les comédiens de la Comédie Française ont refusé de jouer cette scène qui va donc être coupée au montage, dirait-on aujourd'hui, puisque les comédiens à l'époque, les comédiens de la Comédie Française ont tout à fait le pouvoir de refuser de jouer certains passages qui leur paraissent mauvais ou par trop polémiques. Alors ici, évidemment, c'est la polémique qui fait que les comédiens vont se positionner. Alors polémique, il faut peut-être se poser la question de quelle polémique. Bien sûr que le passage est polémique au niveau politique, social, mais c'est sans doute pas ça qui pose problème aux comédiens français. Ce qui leur pose sans doute problème, c'est le fait que
ce passage s'éloigne bien trop des normes du théâtre de l'époque. On est dans une comédie, la comédie se doit être enlevée, se doit être vigoureux, se doit être drôle, ça ne doit pas inquiéter les spectateurs. Or, ce passage, c'est tout l'inverse. Si au départ, la rapidité d'enchaînement des répliques assure de la vivacité au passage, très vite, dans la tribune, le passage se transforme en une argumentation lourde de sens, sérieuse, et que les comédiens refusent donc de prendre en charge. Troisième point que je voulais évoquer avec vous, sur lequel je veux attirer votre attention, j'ai parlé d'un réquisitoire, oui, mais un réquisitoire de qui? Alors, bien sûr, Marceline, on est d'accord, mais peut-être bien qu'il s'agit ici également d'un réquisitoire de Beaumarchais. On peut imaginer que derrière Marceline se trouve Beaumarchais, qui, en quelque sorte, s'adresse à son spectateur par-dessus l'épaule de ses personnages. Alors, quand je parle d'un réquisitoire de Beaumarchais, je ne mentionne pas uniquement l'accusation très large de l'injustice qui pèse sur les femmes. Il est assez courant, il était assez évident que un personnage qui endosse ce discours est soutenu par les pensées de son auteur. Ce que j'entends par là, c'est plutôt que ici le théâtre devient une tribune par laquelle Beaumarchais règle ses propres comptes. Alors, la question de la jeune femme séduite et abandonnée, qui concerne évidemment Marceline. Il se trouve qu'on peut y trouver un écho à la vie de Beaumarchais. En 1764, Beaumarchais va aller en Espagne pour sauver l'honneur de sa sœur Lisette. Lisette qui a été victime d'un auteur espagnol qui lui a promis le mariage et puis qui, une fois le mariage consommé mais pas célébré, va finalement se dédire. Beaumarchais va se rendre en Espagne, il va plaider la cause de sa sœur. L'homme va être condamné à épouser la jeune femme, mais il va refuser tout de même de l'épouser. Donc on retrouve finalement ici tout à fait l'histoire de Marceline qui se trouve face à un homme qui lui a promis de l'épouser le jour où ils retrouveraient leur enfant et qui refuse de le faire. La pièce de théâtre ici devient presque un pamphlet par lequel Beaumarchais règle ses comptes. Et je vous donne une autre possibilité pour le nom de Figaro, dont on a dit plus haut qu'il était sans doute inspiré du héros picaresque du Picaro. L'autre explication à ce nom, c'est que Figaro serait formé à partir du fils de Caron. Figaro, fils de Caron, c'est-à-dire le fils de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Enfin, dernière remarque de notre travail ce matin, le réquisitoire de Beaumarchais a peut-être une autre cible encore que ce jeune homme, cet auteur qui a abandonné sa sœur. Si vous observez le discours de Marceline, vous allez voir que les attaques contre la justice sont nombreuses. Il est question de magistrats vains du droit de nous juger, vains ici est à entendre dans fier, dans le sens de fier. Hein. Et ici encore, on peut entendre une référence à la vie de Beaumarchais qui, toute son existence adulte durant, sera en proie à des procès. Il va connaître de nombreux démêlés avec la justice. On va l'accuser notamment de détournement d'héritage, de relations hors mariage. Il va être surpris d'ailleurs dans les bras d'une femme mariée. Donc sans doute, et il va y avoir un procès très célèbre à la suite d'une infidélité. Vous retrouvez tout ça sur la fiche biographique que je vous ai donnée précédemment et on clôt cette étude de ce passage en lecture. Je vous demande de bien vouloir excuser cette petite interruption, ça fait partie des joies du télé-enseignement que d'être interrompu de la sorte. Me revoilà donc avec vous. Je termine avec une diapositive qui fait un petit peu le bilan de ce qu'il vous faut retenir de cette séance. Alors on retient tout d'abord qu'il s'agit d'une pièce
poreuse génériquement. Il s'agit d'une pièce qui emprunte à la tragédie, ce qu'on avait déjà vu la dernière fois, mais qui emprunte aussi, et ça c'est nouveau pour vous, au roman picaresque et également à la tribune. Tribune pour les personnages qui défendent des idées, qui concrètement remettent en cause l'ordre qui régit l'Ancien Régime, mais également tribune pour Beaumarchais qui règle ses comptes avec ses ennemis. On retient que la pièce est originale parce qu'elle dénonce des injustices sociales, mais on nuance évidemment la position. Elle est originale, oui, pour une petite comédie, mais elle n'est pas très originale pour une pièce publiée à la veille de la Révolution française. Et enfin, originalité surtout parce que elle s'éloigne de ce qui est attendu dans une comédie. On retient également que Beaumarchais va nourrir sa pièce par sa vie, par des éléments d'inspiration biographique, ce que faisait d'ailleurs déjà Molière, hein, d'une certaine façon, quand il se moquait des médecins. Simplement là, peut-être que Beaumarchais va un petit peu plus loin, puisqu'on reconnaît des éléments très précis, des événements très précis de son existence, comme les ennuis survenus qui ont concerné sa sœur Lisette. Enfin, on retient qu'il s'agit d'une œuvre dans laquelle le personnage principal porte un nom qui peut être envisagé comme ayant deux origines. La première, je vous rappelle, le Picaro, c'est-à-dire le héros de romans picaresques, et la seconde, le fils de Caron, c'est-à-dire le fils de Beaumarchais, ce qui confirmerait l'idée que Figaro est une projection de l'auteur dans son œuvre. On arrive à la fin de cette séance. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une très bonne journée et évidemment, je vous retrouve demain à 9 h devant le blog.